0. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Maison de l'e-sport, ainsi qu'à celles et à ceux qui nous suivent sur la chaîne Twitch de France e-sport. Je suis Nicolas Bezombe, enseignant-chercheur en sociologie du sport à l'université Paris-Cité et un des administrateurs de l'antenne Île-de-France de France e-sport. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette 4e édition des matinales de l'e-sport parisien qui est consacrée aux enjeux qui traversent le monde de l'e-sport. Donc pour rappel, les matinales de l'e-sport, elles ont pour vocation d'examiner, le temps d'une matinée, une problématique centrale qui façonne l'écosystème e-sportif. Qu'elle soit en lien avec l'actualité ou non, les thématiques abordées partagent une même caractéristique. Elles sont souvent absentes du débat médiatique, alors même qu'elles méritent, en tout cas à notre sens, d'être portées par les voix d'acteurs et d'actrices de terrain qui sont trop souvent peu audibles, mais pourtant cruciales pour le développement du secteur. Donc ce cycle de conférences qui est organisé en collaboration avec la Ville de Paris et qui est soutenu par la région Île-de-France ainsi que le ministère des Sports, ambitionne d'approfondir les dimensions sociales, les dimensions économiques, environnementales, technologiques et même géopolitiques de l'e-sport. Grâce aux témoignages et à l'expertise des intervenants, nous espérons apporter des éclairages précieux et des pistes concrètes pour relever des défis auxquels l'e-sport est aujourd'hui confronté. Et donc pour cette 4e matinale, nous avons fait le choix d'explorer une question aussi ambitieuse que stratégique, à savoir Paris, capitale de l'e-sport, point d'interrogation. C'est une question effectivement qui, à première vue, peut sembler un peu provocatrice, mais qui mérite d'être posée. Comme vous pouvez le voir ici même, depuis plusieurs années, je dresse un inventaire de toutes les villes, de toutes les régions, de tous les lieux en tout cas qui s'autoproclament capitale de l'e-sport. Et bien évidemment, derrière ce titre se cache en réalité finalement un mouvement. Puisque dans le cas de Paris, c'est une ville qui accueille des compétitions internationales, qui attire des éditeurs majeurs, qui développe des lieux dédiés aux jeux vidéo et à l'e-sport et qui mobilise des acteurs publics autour de l'e-sport. Mais est-ce qu'on peut véritablement parler de capitale de l'e-sport en ce qui concerne Paris ? Cela suppose bien plus qu'un agenda événementiel chargé, cela implique une vision partagée, des infrastructures adaptées, une politique d'accueil, un rayonnement international et surtout une communauté vivante et inclusive. Aujourd'hui, nous allons donc croiser les regards de 3 intervenants qui incarnent chacun une facette essentielle de cette dynamique, à la fois institutionnelle, industrielle et communautaire, pour comprendre les enjeux, les ambitions et les perspectives qui s'ouvrent à Paris. J'ai donc le plaisir d'accueillir tout d'abord Frédéric Giraud, qui est directrice du bureau de convention de Paris, Je t'aime, qui pilote l'accueil des grands événements à Paris et qui nous apportera un éclairage sur la place de l'e-sport dans la stratégie touristique et événementielle de la capitale. Salut Frédéric. On accueille également Nelson Garcia, qui est directeur associé en charge des eSports Live Events et Broadcast chez Ubisoft, qui est donc un éditeur international dont les finales mondiales de Rainbow Six se tiendront à Paris en février 2026. Nelson viendra nous parler des attentes d'un acteur global vis-à-vis d'une ville haute. Salut Nelson. Salut. Et enfin, Aaron Buckstein, qui est président et fondateur de l'eSpot, qui est le premier lieu grand public du gaming et de l'e-sport au sein de la capitale et en plein cœur même de Paris, et qui viendra nous partager son expérience de terrain et sa vision du quotidien e-sportif des Parisiens et des Parisiennes. Salut Aaron. Bonjour. Et donc, pour commencer tout de suite cette table ronde, j'aimerais vous poser une question à tous les 3, mais je vais d'abord te la poser à toi, Frédéric, parce que finalement, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour une ville comme Paris de prétendre à ce statut de capitale de l'e-sport ? Est-ce que c'est une question d'événement ? Est-ce que c'est une question de lieu ? Est-ce que c'est une question de politique publique, voire même de narration, de narratif ? Je ne sais pas comment le présenter. Et surtout, à ton avis, quels sont les leviers à activer pour que cette ambition ne reste pas simplement un slogan, comme on l'a vu, mais devienne une réalité qui soit partagée par l'ensemble de l'écosystème. Et je vous poserai ces questions ensuite à Aaron et Nelson. La grosse question, elle est pour moi, j'ai l'impression. Merci de nous la poser. Alors, on va essayer de faire langue de bois, même si tout ce que tu as dit en introduction, il y a quand même un joli mélange de vérité, j'ai envie de dire. Paris, capitale des grands événements, d'abord, et puis Paris, capitale de l'e-sport. Grand événement, parce que nous, notre job au quotidien, chez Paris Je t'aime, au Convention Bureau de manière générale, c'est d'accueillir des grands événements. Donc c'est déjà avoir l'infrastructure dédiée, avoir des grosses arénas qui sont capables d'accueillir des grands événements, d'avoir l'hospitalité qui entoure ces grands événements, des capacités hôtelières, un hub de transport. Donc tout ça, je dois reconnaître que suite au jeu, on a quand même coché beaucoup de cases.
Et enfin, surtout, même, j'ai envie de dire, une communauté installée, présente. On a structuré, vous avez structuré en fait l'ensemble de la communauté e-sport qui aide à faire venir en fait ces grands événements et qui permet demain aux éditeurs de pouvoir prendre ce genre de décision. Effectivement, il y a d'autres destinations qui séduisent les événements sur leur desti, mais il n'y a pas de communauté sur place. Donc, je vais commencer à le dire dès le départ, le chèque ne fait pas forcément le grand événement. Voilà. Merci beaucoup. De ton côté, Nelson, même question, à savoir qu'est-ce que ça signifie pour une ville comme Paris d'être capitale de l'e-sport, en tout cas de prétendre à ce statut-là? C'est une question intéressante parce que pour nous, en tant qu'éditeurs, en fait, ça nous importe peu, cette question. Parce que c'est avant tout, nous, ce qui nous intéresse, c'est les infrastructures qu'une ville peut offrir, la polyvalence, des salles, qu'est-ce qu'ils peuvent aussi nous offrir d'un point de vue juste purement, que ce soit financier ou que ce soit même en soutien. On a une collaboration très étroite avec Frédéric en ce moment pour le SAI à Paris. Et c'est quelque chose qu'on reproduit dans chaque endroit où on va. Donc pour nous aujourd'hui, capitale ou pas capitale, ça a très peu d'importance. Aujourd'hui, c'est le rayonnement d'une ville qui nous intéresse. Et une ville comme Paris, bah, évidemment, ça parle à l'international. C'est une ville extrêmement puissante, que ce soit en termes de communauté, que ce soit en termes d'infrastructures, de gens. Enfin, Paris n'a rien à prouver. Aujourd'hui, on sait que sur Paris, on peut faire un événement de très très grande qualité. Et du coup, c'est ce qui nous intéresse et c'est exactement ce qu'a dit Fred. C'est pas forcément le chèque qui motive. Ça peut être aussi bah voilà, le soutien qu'on peut avoir, les initiatives qu'on peut mettre en place avec les villes. On a des petites initiatives green qui arrivent, on a des petites initiatives aussi civiques qui arrivent ensemble. Pourquoi petite? Bah, c'est vrai, ouais, je sais pas. C'est pas ouf de dire petite en vrai. Mais oui, on a plein d'initiatives cool. Et c'est pas forcément ce qu'on peut avoir avec des villes qui sont bah oui, moins sur le devant de la scène. Donc en fait, c'est le nombre d'opportunités qu'offre une ville qui nous intéresse avant tout. Et c'est pas forcément que financier. On y reviendra justement sur ces opportunités un petit peu après. Aaron, même question, notamment l'e-spot s'est installé à Paris, c'est le premier lieu qui s'est installé à Paris, en tout cas ça a été votre première destination. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, cette idée de capitale de l'e-sport et pour Paris? Ouais, je crois que je vois la question un peu différemment, parce que moi, je porte une casquette entièrement différente de mes deux autres interlocuteurs. Mais la question de la capitale, est-ce que Paris peut être ou veut être la capitale? Je crois que ça, c'est pas le bon mot. C'est une capitale, peut-être. Là, derrière, j'ai vu plusieurs villes qui disent qu'ils veulent être la capitale d'e-sport. Là, il n'y a pas une capitale de la plupart des autres sports qui existent dans le sport traditionnel ou dans l'entertainment. Il y a Hollywood, peut-être. Mais à part que ça, une capitale, absolument. Et moi, je vois les choses plutôt de le bas vers le haut et pas le haut vers le bas. Donc, pour être une capitale, il faut continuer d'avoir des fans, des pratiquants, des gens intéressés par l'e-sport. De plus en plus, il faut une croissance importante dans ces différents domaines. Et là, après, la ville, les autres interlocuteurs plus haut dans la chaîne sont là pour servir ces gens-là. Et si on peut continuer cette croissance, qui actuellement aujourd'hui est assez forte, et nous on voit ça beaucoup à eSpot, on peut parler un peu après, là absolument on peut prétendre d'être une capitale. Je crois que c'est déjà le cas personnellement aujourd'hui. Mais la question c'est plutôt est-ce que ce sera le cas demain, dans 5 ans, dans 10 ans? Et moi je crois que oui, ça peut être. Merci beaucoup Aaron, on va y revenir justement au rôle que joue l'e-spot dans cette structuration de l'écosystème, on va dire grassroots pour les communautés et ainsi de suite. Je me retourne vers toi Frédéric, on va essayer suite à cette petite question introductive de rentrer un peu plus dans le détail et de vos propres activités à chacun de vous trois. Donc Frédéric, on l'a dit, toi tu es à Paris Je t'aime, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Paris Je t'aime, c'est l'office du tourisme de la ville de Paris. Et donc tu l'as rappelé, Paris accueille de grands événements, que ce soit des événements sportifs, des événements culturels, des événements aussi e-sportifs, depuis notamment, on va dire, une dizaine d'années. Moi, j'ai des souvenirs, alors ça a débuté bien avant, hein, les historiens de l'e-sport évoqueront bien évidemment des grands événements accueillis, notamment avec le SWC dans la fin des années 2000 et début des années 2010, mais en gros à partir de 2015, avec une première édition des phases qualificatives des Worlds de League of Legends qui ont été accueillies dès 2015. Donc ça fait une dizaine d'années que la ville de Paris accueille de plus en plus de compétitions e-sportives.
Comment est-ce que l'e-sport, ça s'intègre finalement dans une stratégie touristique, en tout cas la stratégie touristique de la ville de Paris, parallèlement à, on l'a dit, l'accueil de grands événements sportifs et d'événements culturels? Euh, En fait, on a un petit peu dupliqué le modèle. Donc, ce qu'on se disait précédemment, Paris, c'est une capitale du tourisme, déjà. Puis après, c'est une capitale du tourisme d'affaires. Chez Paris Je t'aime, le Convention Bureau, au départ, moi sur le papier, c'est l'accueil des grands événements B2B sur le territoire. Paris, d'ailleurs, Grand Paris. On a simplement dupliqué le modèle à l'e-sport. Aujourd'hui, c'est une terre de congrès, Paris. Les plus grands congrès internationaux se tiennent à Paris. Alors, peut-être qu'ici, on ne le sait pas, mais les gros congrès d'oncologie, de cardiologie se tiennent à Paris. Paris, c'est une terre de salons, pareil. Les grands salons professionnels, filières de la mode, du design, de l'art, du nautique en ce moment, se tiennent à Paris. Aujourd'hui, nous, on a dessiné une stratégie en disant quel événement on veut voir sur la destination, avec des fortes retombées, pas que économiques, on s'en parlera, d'inclusion, de valeurs qu'on souhaite voir sur la destination. Et si on s'est accordé avec différents acteurs à écrire les filières prioritaires. Donc, il y a la santé, il y a le design, il y a la technologie, il y a le sport et l'e-sport. Donc, on a intégré l'e-sport à nos filières prioritaires et on a réuni l'ensemble des acteurs pour travailler ensemble sur cette filière de l'e-sport. On en reviendra peut-être juste après. Une fois qu'on a décidé de définir cette filière comme prioritaire, on s'est dit, très bien, il fallait aussi après créer comme un guichet unique. C'est un peu toute la difficulté de ce secteur-là, c'est qu'on est très nombreux, vous êtes très nombreux, il y a différentes strates. Alors là, c'est quand même assez franco-français, mais souvent, c'est des modèles de tournois internationaux avec des agences, des boîtes de prod, des venue funders. Enfin, on est 1000 autour de la table, donc on ne savait plus par qui passer pour pouvoir avoir la bonne venue, le bon hôtel, les bons tickets de transport. Donc on a structuré ça grâce à la ville autour d'une task force avec Francis Sport et un certain nombre d'acteurs et pour dire OK, on est Paris Je t'aime, on est le Convention Bureau pour les RFP, pour les appels d'offres, pour accueillir votre événement, on est là. J'ai répondu à ta question. Plutôt pas mal. J'en profite juste pour rebondir. C'est pourquoi l'e-sport à ce moment-là? C'est parce que là, tu nous as très bien expliqué comment ça s'intégrait, mais peut-être comment est-ce que vous avez identifié l'e-sport? Qu'est-ce qui vous a plu dans l'e-sport? Pourquoi l'e-sport plutôt qu'autre chose? Tu as évoqué en parallèle la santé, le design, Ouais. et pourquoi avoir mis l'e-sport et pas Alors, autre chose? je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais sport, virgule e-sport, ça va quand même ensemble. Enfin, c'était notre point de vue. On ne l'a pas vu sur deux filières différentes, mais pour nous, on l'a englobé. Pour des raisons aussi assez, alors pas historiques, mais assez récentes, il y a eu cette réflexion qui est menée aussi au niveau national sur l'accueil de Jeux olympiques e-sportifs. Donc ça veut bien dire qu'il y a une réflexion globale sur comment on inclut l'e-sport dans la grande famille du sport. Voilà. Ok. Est-ce que vous aviez regardé ce qui se faisait dans d'autres villes du monde, par exemple, dans d'autres est-ce que ça faisait partie, en tout cas, d'une sorte de benchmark, de se dire, OK, il y a telles autres villes qui sont positionnées, il faut que nous, on prenne le pas aussi? Je suis pas sûre qu'on réfléchisse comme ça. En tout cas, on réfléchit pas. Si on réfléchit comme ça, c'est avec des villes, permettez-moi, on va dire européennes ou US, et pas forcément avec ce qu'on voit aujourd'hui Au Moyen-Orient au ou en Asie? Moyen-Orient. Pour pas, voilà, on se dit que, enfin, Paris n'a jamais regardé ailleurs pour pouvoir se différencier. Ok. Je me retourne vers toi, Nelson, justement, en tant qu'éditeur. Donc, on le rappelle, le Six Invitational, donc, qui est la grande finale mondiale de Rainbow Six, se tiendra donc en février. Oh, ça a été annoncé? Ouais, on a le droit de le dire. Ouais, pardon. D'un coup, j'ai eu un doute. Je me suis dit, merde, est-ce que. Bref, se tiendra donc à Paris, à l'Adidas Arena. Ça aussi, C'est on ça, peut le dire. ouais, on peut dire. Ok. Euh, donc en février 2026, c'est pas la première fois que le Six Invitational a lieu à Paris. Non. Et malheureusement, ça s'est tenu la première fois pendant la Covid-19. Ouais. Et donc c'était à la Bourse. Ouais, c'est ça. Ouais, Les Brognards. au Palais Brognard, exactement. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de venir à Paris ou de revenir à Paris plutôt? Et
quels sont les critères qui pèsent dans cette décision? Parce que j'imagine que vous regardez. Alors, on y reviendra après aussi sur le processus de sélection. Comment est-ce qu'un organisateur d'événements / éditeur choisit une ville et comment une ville choisit d'accueillir tel ou tel événement. Mais sur quels critères est-ce que vous vous êtes basé pour choisir à nouveau Paris dans des conditions qui devraient être bien meilleures que celles de 2020 ou 2021? Je ne me souviens plus. Mais, Alors, en fait, c'est la 3e fois qu'on reviendrait, parce qu'on a fait le Paris Major en 2019. 2019 ou 2018, je me souviens plus. Donc, on avait déjà fait un événement au Parc des Expos pour Rainbow Six. En fait, bon, Paris, c'est une ville particulière. Déjà parce que c'est le home turf de Ubisoft. Donc, ça a énormément de valeur pour Ubisoft de venir à la maison, d'organiser quelque chose sur ses propres terres, entre guillemets. Et aussi, c'est une année particulière puisqu'on va célébrer les 10 ans de la franchise. Et en tout cas de la franchise Rainbow Six Siege. Et venir à Paris, en fait, ça a été aussi une décision qui a été assez naturelle pour nous. Déjà, d'une part, parce qu'on cherchait une énorme ville pour pouvoir célébrer la marque, célébrer la communauté, et aussi ouvrir à des opportunités, comme on disait, business, B2B, parce que ça a aussi une importance pour la rayonnance de Ubisoft. Et puis, Ubisoft, c'est français. Et on avait aussi envie de célébrer les 10 ans de la marque à Paris. Et puis Paris, c'est une ville qui s'est prouvée sur les événements, comme le disait Frédéric. Aujourd'hui, il y a tout. Il y a les infrastructures, que ce soit aussi les agences, les professionnels. Enfin, on a accès à une infrastructure qui nous permet d'être assez fluide pour un événement de cette envergure. Et oui, en fait, le choix était assez naturel et simple, en fait. Ok. Tout à l'heure, Frédéric l'a évoqué, parmi les différents avantages de Paris, il y avait la mobilité, notamment les transports en commun, et j'imagine les grands aéroports internationaux et ainsi de suite, la possibilité de faire. Pourquoi plus Paris qu'une autre ville de France, que je n'en citerai pas pour pas. Non. Et pourquoi plus Paris qu'une autre ville de France, quoi, par exemple? Faut penser déjà marketing. Quand on dit Paris, c'est pas une autre ville, c'est Paris. Donc ça a énormément de poids. Aussi, Paris, pour nous, c'est un hub qui nous permet de ramener les autres communautés. Donc c'est facile pour les gens du UK de venir, pour les gens d'Allemagne. Et nous, c'est aussi hyper important de pouvoir être accessible aux communautés. Et une ville de Paris, il y a 2 aéroports pas loin. Il y a les systèmes de train, il y a l'Eurostar, il y a toutes ces choses. Donc c'est assez facile déjà pour nous d'être accessible aux communautés européennes et même du monde entier, puisque finalement, sur nos événements, il y a quand même beaucoup de gens qui se déplacent en dehors du local. On a des communautés très engagées, je dirais, à travers le monde. Donc aujourd'hui, Paris, c'était vraiment un choix avant tout stratégique pour nous et marketing pour vendre l'événement, quoi. Ouais, alors, c'est pas issu d'une enquête, mais c'est vrai. Avoir un événement, un grand événement à Paris, c'est 20% de plus de délégués ou de visiteurs. Ok. Quand tu dis délégués, c'est des institutionnels. Quand on est dans le milieu des congrès, on dit délégués, okay. pardon. Ouais, bien sûr. Voilà, donc c'est 20% de plus de personnes qui viennent visiter l'événement. Par rapport à une autre ville française. Exactement. Ok. Voir une autre grande ville internationale, j'entends dans le public. On va y revenir notamment parce qu'on a évoqué pas mal de choses, mais en fait, il y a plein d'autres activations qui vont être autour et je pense que Paris offre aussi cette possibilité. Mais d'abord, je voudrais me tourner vers Aaron. Et justement, donc depuis 2020, si je ne dis pas de bêtises, l'e-spot, c'est ça, c'est 2021. 21, pardon. Depuis 2021, donc l'e-spot, donc c'est devenu un lieu emblématique du jeu vidéo et de l'e-sport à Paris. Pour être très sincère, quand ça a ouvert l'e-spot, moi je faisais partie des gens qui n'y croyaient pas, dans le sens, je me disais quelle est la plus-value d'un lieu à une époque où tout le monde peut avoir accès à Internet chez soi, là où dans les années 90, fin des années 90, ça avait peut-être plus de sens. Aujourd'hui,
tu m'as prouvé le contraire. En tout cas, l'e-spot prouve le contraire aux gens comme moi qui n'y croyaient pas. Comment est-ce que, déjà, même, pourquoi avoir choisi Paris plutôt qu'une autre capitale européenne, voire une autre capitale internationale? Qu'est-ce qui vous a attiré avec tes collaborateurs à venir sur Paris et quelles étaient vos attentes par rapport à Paris plutôt qu'une autre ville, quoi? Oui, il y a plusieurs choses là. Donc d'abord, oui, c'était pas le seul de penser que c'est... Ou pas comprendre, je vais dire. Et la réalité, c'était une grande Paris. C'était pas le ville, une Paris... Oui, oui. Un bête. Français, c'est la deuxième langue pour moi. C'était une bête assez importante en termes des investissements et les enjeux financiers. Nous, on n'a pas pris une seule centime public, toujours, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est entièrement une opération privée. Le pari qu'on a pris sur Paris, j'avais le projet en tête et en route à Londres avant que j'ai décidé finalement de le faire ici. C'était une partie raison personnelle. J'ai habité ici, donc ce serait un peu plus facile de le faire ici qu'à Londres. Mais c'était pas que ça, c'était aussi une décision business. Une des avantages qu'on a ici, et c'est un avantage marketing que Nelson a un peu touché dessus. France, c'est un pays très centralisé, hyper centralisé, ou quasiment pas. Je veux pas dire quelque chose qui va donner quelque chose de négatif aux autres villes, mais c'est hyper centralisé. Quasiment tout est à Paris, dans ce pays, qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Beaucoup d'autres pays, les choses sont dispersées un peu plus partout dans toutes les différentes industries. Donc là, une des hypothèses, c'était si on veut le faire en France, il n'y a pas un autre choix pour nous. Ça doit être ici, parce qu'on veut attirer les événements à notre échelle, dans tout cas. On veut profiter de le marketing et la marque de Paris qu'on a aussi évoqué, qui est une vraie plus ici, qui n'était pas dans les autres villes européennes, même les autres grandes villes, dans mon avis. Donc, même une Londres, qui évidemment, Londres, il n'y a pas deux. Londres, c'est une autre chose, mais ce n'est pas le même cachet que Paris. Les gens, moi, j'ai dit toujours que, parce que je suis étranger, moi, je crois honnêtement que Paris, c'est la seule ville dans le monde où chaque personne sur Terre veut venir ici une fois. Vraiment. N'importe où tu viens, tout le monde veut visiter Paris une fois dans leur vie. Donc, il n'y a pas des autres villes qui a cette cachet. Et donc, pour nous, le choix a été pris pour essayer de le faire ici, pour attirer des événements, avoir la population qui vient avec aussi, locale, et de voir si ça peut marcher. Ouais. Et justement, c'est quoi les besoins pour l'e-spot et donc comme des besoins concrets, hein, comme un lieu comme l'e-spot, pour à la fois, j'allais dire, continuer à rayonner, déjà dans un premier temps, rayonner au début auprès des communautés et ensuite continuer à rayonner et à accueillir du public. Comment Paris aide à ça? Comment le fait d'être ici, et même dans les relations que tu peux avoir avec les autres acteurs de l'écosystème, comment est-ce que ça aide à construire un business comme l'e-spot, en fait? C'est une bonne question. Évidemment, ça aide beaucoup. Nous, on surfe sur la vague de croissance et de développement de l'écosystème. On fait partie, on aide de développer la partie communautaire d'une façon assez importante. Mais quand il y a des événements qui arrivent sur Paris, même si on n'a pas une activation officielle qui vient avec, que parfois on a, parfois on n'a pas, ça nous aide beaucoup. Par exemple, le mondial de League of Legends l'année dernière, ça, c'était la plus grande semaine en termes de passage public dans toute notre histoire. Il y avait tellement de monde qu'ils ont déplacé à Paris pour participer à les phases qui étaient ici, que nous, on a fait une business assez incroyable. C'était officiel? C'est-à-dire vous étiez un lieu d'accueil de viewing? Ouais, on était officiel dans le sens que Riot a nous mentionné comme watch party officiel. Mais ce n'était pas une activation payant pour l'éditeur. Donc, juste par la présence d'un grand événement, ça amène tellement de fans qu'ils finissent par chercher un lieu où venir se réunir, qui est en lien avec l'e-sport et le gaming. Et Oui. Donc très vite, c'est l'e-sport. Et c'est le cas pour n'importe quel événement e-sport de grande ampleur qui se passe à Paris, c'est le cas. On voit qu'il y a beaucoup de monde. Mais ce n'est pas que ça. Quand il y a un événement dans n'importe quel titre qui est à Paris, pendant longtemps, typiquement avant et après,
on voit une résidue, on peut dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, façon positive de ça, parce qu'on voit la scène communautaire est très active dans ce jeu en particulier pendant un bon moment avant et après. Donc R6 c'est un bon exemple. Février c'est un peu loin dans la tête de pas mal de gens encore aujourd'hui, mais nous on a déjà des événements communautaires planifiés en coulisses de cet événement qui ne sont pas officiels avec Ubisoft. On a notre licence, mais ce n'est pas des événements officiels. Et là on va voir juste avant cet événement, c'est 100% sûr, beaucoup de gens qui veulent se réunir avec leurs potes et autres pour venir chez nous pour jouer à R6 qu'ils n'ont peut-être pas fait depuis un moment ensemble dans un lieu physique. Donc on a ce genre de retombées. Mais aussi, il y a des choses aussi indirectes. Quand les autres organisateurs majeurs, je vais dire majeurs, je cite cet exemple comme chess.com, qui l'année dernière et jusqu'à maintenant, ça c'est le plus grand événement pour une éditeur, on va dire. C'est similaire d'un éditeur, même si ce n'est pas exactement la même chose, qu'on a fait chez nous, c'était l'année dernière. Eux, ils avaient envie d'être à Paris parce qu'ils ont vu la réussite de beaucoup d'autres événements e-sport qui sont passés ici. Ils ont dit qu'eux, ils veulent être considérés comme un e-sport avec chess. Ça, c'était avant qu'ils étaient dans le World Cup d'e-sport et tout ça. Et donc, ils ont décidé de faire leur premier grand événement devant un public à Paris et chez nous. Ouais. Donc ça, c'était un exemple très concret. Ok, non, hyper intéressant. Ouais. On voit à quel point finalement tout est un peu lié en fait. C'est-à-dire le choix d'accueillir des grands événements, ça va impacter ton activité. Le fait de t'installer, ça va aussi potentiellement attirer des grands événements, à se dire il y a une communauté qui est active sur le territoire. On voit à quel point vos trois activités en fait elles sont liées. Et l'offre s'enrichit du coup et elle devient complète. Après, moi j'ai l'impression de dire beaucoup de généralités, mais il y a à Paris des marqueurs forts. Ouais. Alors nous, on s'en défend tout le temps avec l'équipe, on essaye d'amener les grands événements, soit sur du Grand Paris, soit sur un Paris un petit peu en dehors des sentiers battus, mais on nous ramène toujours vers la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Ça fonctionne. Où sont les conférences de presse des grands Tour Eiffel. Blas, quand il vient à Paris, et je veux faire ma conférence de presse sur la Tour Eiffel, je veux à la mairie de Paris, je veux du pavoisement sur les Champs-Élysées. On reste sur des marqueurs forts comme ça qui fonctionnent. Si je dis pas de bêtises, mais peut-être que j'en dis, il y a un jeu aussi qui se passe dans le parc de Versailles chez vous. Oui. Voilà, pareil, et qui cartonne. Et on reprend ces grands marqueurs de la destination. Oui. Donc ça contribue, c'est un cercle vertueux. Complètement. Mais justement, je voulais me retourner vers vous deux parce que la question, elle va dans les deux sens et à mon avis, elle vous concerne tous les deux. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se demandent et qui se questionnent sur comment ça fonctionne en fait entre un organisateur d'événements / là en l'occurrence éditeur dans le cas de Rainbow Six et une ville hôte dans le choix et la décision d'aller sur la ville hôte. Est-ce que, c'est une vraie question, hein, est-ce que c'est les villes hôtes qui candidatent ou est-ce que c'est l'éditeur qui va finalement chercher à candidater auprès de certaines villes et c'est les villes qui disent « Ok, nous, on veut bien vous accepter ». Comment ça se passe? Et est-ce que peut-être ça a changé? Parce que c'est un peu, moi, mon hypothèse, c'est que je me dis que le rapport a peut-être évolué au fur et à mesure du temps, là où, allez, je vais au bout, j'imagine qu'au début, c'était peut-être les éditeurs ou les organisateurs d'événements qui cherchaient des villes qui étaient prêtes à les accueillir et les villes étaient là « Oh là, du jeu vidéo, je vois pas trop ». Et aujourd'hui, c'est plutôt les villes qui se disent « Ouh là là, on veut Rainbow Six chez nous, on veut League of Legends chez nous, on veut Rocket League chez nous. » quoi. Alors déjà, tu as touché un truc très vrai. Quand j'ai commencé à pitcher des villes, c'était il y a un bout de temps, du coup, parce que moi, ça fait 8 ans que je suis à Ubisoft. J'ai été là au tout début de Rainbow Six. Et au début, les pitchs des villes, c'était un peu le chaos. Déjà, on arrivait, personne ne comprenait, on entendait toutes les terminologies possibles pour parler de ce qu'on fait. Ma préférée, c'est e-gaming. Donc, en fait, ça a été... Nous, en gros, en tant qu'éditeur, on a dû faire un travail d'éducation. Ça a été hyper compliqué au début, mais aujourd'hui, avec les concurrents aussi qui ont énormément de rayonnement, nous qui arrivons dans les villes, on commence à éduquer. Et aujourd'hui, le rapport n'a pas tant changé.
en tout cas pour les grandes villes. Parce qu'une grande ville, finalement, comme Paris, elle n'a pas besoin de nous pour faire des grands événements. Par contre, en période d'élection ou des moments où il y a un impact dans la ville, les villes aiment bien nous avoir parce que nous, on touche une population qui est quand même jeune, qui est parfois peut-être plus désintéressée de la politique ou ce genre de choses. Et certains y voient un levier pour séduire, pour essayer de toucher une génération. Donc, on est parfois sollicité dans ces cadres, mais on est très rarement approché par les villes, pour ne pas dire jamais. Ok, Frédéric, tu confirmes Oui, ce en fait, nous, on va dans les deux sens. Ok. Alors, dans ma tête et dans notre tête, il y a des événements que j'aimerais voir sur la destination, parce que c'est un nouveau format de tourisme, c'est des jeunes. Donc, c'est intéressant pour une ville comme Paris, qui a la réputation d'être chère, de trouver des solutions avec les différents acteurs pour faire venir et capter cette nouvelle clientèle, celle de demain, qui vient alors dans un hôtel, mais un hôtel différent, qui n'a pas l'habitude d'aller dans ce type de venue, et aujourd'hui qui va dans ce type de venue. Parce qu'on parle des arénas, mais celle qu'on connaît, l'Adidas qui est nouvelle, mais il y a aussi l'Arena Grand Sud, dans le nord de Paris. Donc ça fait venir et ça capte une nouvelle clientèle. Et ce qui était intéressant, Cocorico, c'était aussi d'accueillir une boîte française qui revient un peu jouer à domicile, sans faire de jeu de mots. C'est des marqueurs forts et on peut aussi être fier de ça. Et je sais que c'était important pour nous de dire on aimerait soutenir la venue de Rainbow Six à Paris. Après, on a des petits critères internes. Désolée. Non, vas-y. Et C'est ce que tu veux dire. On voulait pas de jeux violents parce que on essaye d'avoir cette ligne de conduite un peu responsable. Mais voilà, donc on a quand même tranché en disant oui, on veut voir ce Ça veut dire que Rainbow Six, c'est pas un jeu violent? C'est pas un jeu violent. Bref, voilà. Mais donc voilà, après on argumente en interne et c'était important en tout cas comme indicateur de faire revenir des événements in-house et de leur dire venez, Paris va essayer de vous soutenir. Voilà. Ouais, d'ailleurs, je vais même rebondir. Nous, en gros, après les événements, on fait ce qu'on appelle des study cases où on a plusieurs choses. En gros, on passe par des agences qui check l'impact économique d'un événement. Et aussi, on a des surveys qui sont envoyés aux gens qui viennent, surtout les plus engagés. Et nous aussi, ce qu'on remarque beaucoup, c'est que quand on fait un événement dans une ville, quelle qu'elle soit, on demande souvent est-ce que du coup, suite à cet événement, ta vision sur cette ville a changé et est-ce que tu serais prêt à revenir dans cette ville pour des voyages personnels En ou dehors du cadre de l'e-sport. en dehors du cadre de l'e-sport parce que moi, d'un point de vue business, ça m'aide à montrer aux villes que du coup, on a un intérêt et ce qu'on voit, Vous avez un impact sur Ouais. quand vous Et- arrivez, en fait, vous participez à l'économie de. c'est ça, de la en ville. fait, on rapporte beaucoup aux villes et même en termes juste d'opinion sur la ville et juste de vision. Et je prends un exemple précédent, puisqu'il il est assez parlant. C'était un study case où on a eu beaucoup de réponses. Sao Paulo 2024. Je crois que c'était à 83 ou 86% où les gens ont répondu favorablement au fait qu'ils allaient sûrement revenir dans cette ville et potentiellement voyager à nouveau dans cette ville parce que leur opinion sur la ville avait changé suite à l'événement. Parce que, on crée des souvenirs, on crée un cadre, les gens se disent, mais en fait, c'était pas si mal. On a énormément d'impact positif sur les villes. Ça tombe bien que tu commences à parler de chiffres. Frédéric, non, mais tu vois, c'est peut-être même pas la question à laquelle tu t'attends, mais des demandes ou en tout cas des dossiers de candidature d'événements qui voudraient venir à Paris, à peu près par an. Est-ce que tu vois que ça évolue? Alors, si tu n'es pas capable de donner un chiffre, est-ce que c'est de l'ordre plutôt d'une dizaine, de l'ordre de plus d'une dizaine, plus ou moins de... E-sport. E-sport, hein, je parle bien juste d'e-sport. Grands événements internationaux, ce qu'on appellerait les GESI dans le sport. Ouais, mais- des gros. on est un peu moins d'une dizaine. Un peu moins Sur d'une des dizaine gros, ouais, c'est ça. Et est-ce que tu vois une évolution à travers le temps? Est-ce que t'as Nous, on est plus visible, donc Ok. j'ai peu d'éléments de comparaison, puisqu'avant, on était moins bien structuré, Ok. enfin, pas moins bien, mais peut-être moins bien identifié. Ok. Je trouve qu'on a travaillé pas mal là-dessus avec les équipes et Ouais. on est assez bien identifié en disant
Alors, on ne traite pas de tous les sujets parce qu'il y a aussi les tournois plutôt nationaux, les tournois d'équipe. Donc, voilà. En tout cas, sur l'international, on est, oui, je dirais une dizaine. Après, il y a des gros tournois qui, par principe, balayent toute la scène internationale pour savoir au plus offrant. Et donc, nous, on ne rentre pas, sans faire de jeu de mots, dans des compétitions comme ça. Nous, on exprime ce que Paris a le mieux à offrir, mais on Si se ça dit- passe à côté, s'ils ne viennent pas chez vous, c'est tant pis, J'ai envie de dire, ça sera une autre voilà, occasion, c'est le mais c'est jeu. peut-être Voilà. dommage pour eux aussi, quoi. Exactement. Ok. Je continue sur l'histoire des chiffres. Aaron, c'est à peu près combien de visiteurs ou je sais pas de clients, je sais pas quel est le bon terme, qui passent aujourd'hui par semaine, par mois. C'est quoi l'indicateur que l'on prend pour l'e-spot? Comment tu évalues ça? Ou alors le nombre de fois où l'arena est louée, ou je sais pas. C'est quoi les bons indicateurs qui montrent Nous, la notre business bonne est santé? assez unique parce on combinise plusieurs choses. On a plusieurs business différents. Donc, le parti B2C, qui est les gens qui viennent pour jouer, pour manger, pour assister à un événement. Là, en moyenne, on est à 3000 par semaine. Ok. Donc, une grande semaine, la semaine des Worlds, par exemple, c'était beaucoup plus. Donc, ça, c'était une semaine compliquée à gérer, franchement. Parce que là, on a une salle avec 90 PC en bas qui était remplie quasiment sans arrêt pendant une semaine. Et ça malheureusement, tous les jours, si on passe en ce moment, on est ouvert, il n'y a pas 90 personnes en train de jouer en ce moment. Donc ça, c'était assez exceptionnel. En termes des événements, oui, nous, on est le plus grand organisateur en France en termes de nombre d'événements qui réunissent au moins 100 joueurs. Donc, on fait plus de 50 par an. Donc, je dis ça, je n'ai pas fait une étude, mais il n'y a pas d'autres organisateurs qui fait ça. C'est en moyenne, on a une par semaine quasiment. Donc, c'est beaucoup. Ça, c'est une chiffre qu'on essaie de garder dans ces eaux-là. On ne cherche pas trop d'augmentation parce que ça peut créer aussi une déception pour les clients qui veulent juste venir jouer quand la salle est complètement occupée par un événement ou autre. Et après, les raisons que eSpot peut fonctionner, c'est vient de le parti B2B. Juste le B2C, même les 3000, même 6000, c'est pas suffisant, juste ça. Il faut aussi avoir pas mal d'événements corporate. Et ça vient des éditeurs. Ça, c'est une partie de notre clientèle. Ça vient des autres types d'organisateurs qui ne sont pas forcément des éditeurs, mais qui veulent faire les tournois ou les événements assez majeurs, les boîtes de prod, les autres choses. Et après, on complémente ça avec des choses un peu moins sexy, comme les tables rondes, comme les séminaires, les soirées table entreprises. ronde, Aaron, Non, s'il te plaît. ouais. Quand il y a un bon modérateur, c'est bien. Mais donc, et tout ça, c'est communiste pour créer notre business. Et quasiment toutes ces catégories sont impactées quand il y a des choses qui se passent à Paris. Le seul parti, les soirées même ça. Parce que quand Blast était là, on a fait une réception avec eux pour leurs partenaires qui étaient chez nous. Donc même les soirées qui ne sont pas visibles au public, et ce genre d'événement, ça aide beaucoup. Je continue avec toi, Aaron. Est-ce que c'est difficile pour un nouvel acteur qui donc crée un lieu de pratique à Paris? Est-ce que c'est difficile de trouver sa place dans l'écosystème français / parisien, presque, j'ai envie de dire? C'est quoi les bonnes pratiques? Quels sont les avantages, mais aussi peut-être les inconvénients? Comment est-ce que tu as réussi à trouver ta place, à positionner l'e-spot comme un lieu incontournable pour l'écosystème? Est-ce que ça nécessite de venir à des conférences et des tables rondes et à faire du networking? Est-ce que ça passe par des partenariats formalisés, des collaborations? Est-ce que tu es allé faire le tour de tous les éditeurs pour leur dire coucou, je suis là, c'est moi, pensez à moi? Comment ça se passe? Et est-ce que ça t'a paru facile, compliqué? Comment tu qualifierais l'écosystème parisien, que ce soit en termes d'acteurs et même de pratiquants, de joueurs, de joueuses? Oui. Comment ça s'est passé? Ouais, rien n'était facile. Et c'est pas facile aujourd'hui, forcément. C'est plus facile qu'avant. Mais je crois que le parti important, quand je dis c'est pas facile, il faut toujours travailler. Il faut pas juste rester et pas bouger. Donc on fait toutes les choses que tu as juste mentionnées. On va aux conférences, on parle avec les éditeurs au maximum. Mais un truc très important, et pour revenir sur Paris, on est sur on est sur la vague de la popularité de Paris et les choses qui se développent aussi.
Donc ça, c'est le parti qui nous aide un peu automatiquement, sans trop faire. Mais je crois que pour le public, là, on a appris beaucoup de choses pendant ces années. On n'a pas tout fait parfaitement non plus. On a fait nos erreurs comme tout le monde. Mais je crois que le public a commencé il y a quelques ans de voir qu'on est un acteur sérieux qui n'est pas un acteur qui est là juste pour gagner de l'argent. Parce que si ça, c'est l'image que les gens ont, c'est pas bon. Évidemment, il faut qu'on gagne de l'argent parce qu'on a un loyer à payer, on a des salaires à payer, des charges sociales en France aussi, on a tout ça. Donc, mais juste notre commitment de organiser les événements communautaires a énormément aidé dans la scène e-sportif, le vrai scène e-sportif en France. Je ne dis pas que à Paris, parce que là aussi, nous, on a notre impact financier pour la ville aussi, à notre échelle. Nous, on fait tous ces événements que j'ai évoqués, les 50 par an. Pour beaucoup d'entre eux, une très bonne partie des gens se déplacent de partout en France et parfois des pays voisins. Et ils restent dans soit des hôtels, les Airbnb, des autres, ils mangent dans les restos, ils ne mangent pas que chez nous. Donc, on a cet impact financier qui est important. Mais pour les joueurs, ils voient que nous, on est là pour faire des choses qui ne sont pas forcément les choses où il y a 10 000 autres personnes qui veulent le faire. Donc, si c'est un tournoi pour un jeu qui est relativement petit, une niche, nous, on va le faire juste pour le faire, pour avoir cette communauté vienne vers nous, même si c'est break-even ou même parfois même pas, on le fait. Et même quand c'est un événement ou un tournoi où c'est impossible d'attirer un sponsor, parce qu'on n'aura pas la visibilité pour le faire, on le fait. On complémente tout ça avec des événements, avec des influenceurs, avec des autres choses où on peut avoir des sponsors ou des clients qui vraiment payent plein prix pour louer la salle et tout ça. Mais juste notre commitment de continuer à juste le faire et l'améliorer, tout. Soit le parti technique, soit l'expérience pour les joueurs, soit l'expérience pour les spectateurs aussi. Parce que ça, je n'ai pas mentionné, mais pour tous ces événements, il y a typiquement beaucoup de spectateurs, encore une fois à notre échelle, entre 100 et 300, qui peuvent être sur place pour assister physiquement dans la salle. Donc tout ça, on a énormément amélioré. On garde nos prix raisonnables, il y a tous ces éléments-là. Et on continue d'investir dans les équipements. Donc, on a les meilleurs équipements d'une cybercafé dans le monde, il n'y a aucune question, aujourd'hui, parce que nos PC sont nouveaux il y a quelques mois, et on a 120. Donc, c'est un gros investissement, mais il faut continuer de le faire pour donner la meilleure expérience possible aux gens et donner aussi les opportunités aux joueurs de participer dans des tournois, quand ils sont des tournois sérieux, avec des enjeux importants sur une scène, quand ils ne sont pas les joueurs professionnels. Ils ne sont pas les joueurs même amateurs haut niveau parfois. Parfois, ils sont lucky. Une expérience de joueur de très bonne qualité, même si potentiellement on ne pourrait pas y prétendre vu notre niveau de jeu, quoi. Pour les phases préliminaires de certains tournois, on fait un tirage au sort pour les équipes qui vont commencer sur la scène. Et là, pour ces équipes-là, c'est une énorme expérience parce qu'ils n'ont jamais fait un truc pareil. Ils vont peut-être jamais faire après. Et là, c'est le genre d'expérience qu'on aime bien de donner aux gens. Je rebondis sur ce que tu as dit, je me tourne vers toi, Nelson. Tu as évoqué les cotisations sociales. La France est quand même souvent pointée du doigt comme étant un pays avec une fiscalité qui n'est pas toujours évidente pour les investisseurs et ainsi de suite. Nelson, c'est économiquement rentable. Alors, c'est jamais économiquement rentable de faire de l'événementiel, ça je l'ai bien saisi, mais c'est pas moins rentable de venir à Paris que dans un autre pays. À la fin, finalement, on s'en tire pas si mal. Alors, je vais répondre d'abord à un truc. C'était juste, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Et les acteurs comme l'e-spot, juste, en fait, ils sont tellement importants dans l'écosystème e-sport. Et en fait, je me retrouve là-dedans. Parce que moi j'ai grandi dans l'associatif. Ma carrière, elle a débuté parce que j'ai voulu faire de l'associatif et que j'ai participé à des choses. Et sans acteurs comme l'e-spot, des gens comme moi, on n'existe pas. Parce que moi, ma carrière, elle a été créée grâce à des infrastructures, grâce à des gens qui nous ont donné des opportunités, qui nous ont permis de faire du grassroots. Et je voulais juste rebondir. Et moi, je pense que c'est une philosophie incroyable, ce qu'il a dit. Parce qu'il faut des gens comme ça. Il faut des gens qui soutiennent les petits, qui aident le grassroots à grandir.
parce que ça crée des communautés et des carrières. Et la mienne, aujourd'hui, elle est là grâce à des acteurs comme l'eSpot. Donc, ça, c'était ce que je voulais dire. Maintenant, parlons des sous. En fait, un événement e-sport, et ça n'existe pas, en fait. Et ça, faut se le mettre dans la tête. Un événement e-sport, c'est pas fait pour gagner de l'argent. Et ça ne le sera jamais. En tout cas, directement via l'événement. C'est un outil de rétention. Donc, c'est un outil qui sert à engager sa communauté, à les garder sur le jeu, à leur donner quelque chose, entre guillemets, à consommer, à vivre, à brûler de leur passion. Et en fait, l'e-sport, c'est pas plus cher d'aller... Alors, si, c'est plus cher d'aller dans une ville comme Paris parce que les infrastructures, parce que la ville en elle-même. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'y retrouve pas, parce que quand on va dans une ville où les infras sont peut-être plus chères, le niveau de vie n'est pas le même aussi. Et donc, du coup, le prix du ticket est légèrement différent. Même si nous, on a une vision quand même assez différente, je trouve, dans l'industrie, où on essaye de vraiment vendre les tickets le moins cher possible pour donner l'opportunité à tout le monde de venir à nos événements, parce que c'est quelque chose que moi, personnellement, ça m'importe. Une ville comme Paris, oui, c'est peut-être un peu plus cher et tout, mais c'est pas finalement pire qu'ailleurs. Je vais prendre un exemple très simple. Rien qu'aller aux États-Unis et vouloir produire un événement là-bas, c'est 20 à 30% plus cher que le marché général. Même dans une ville petite. Voilà. Très bien, faites venir. Non, mais clairement, le marché américain, c'est très compliqué comparé à la France. Alors, on peut parler des cotisations, peut-être ce genre de choses. Mais en fait, la France met tellement de choses à disposition, mais même que ce soit pour les travailleurs, hein, parce qu'il y a tout le système d'intermittence pour nous avec les événements. Ça nous aide énormément d'avoir les intermittents, d'avoir des gens qui peuvent venir assez facilement. Il y a des infrastructures qui nous aident quand même beaucoup. Donc aujourd'hui, je peux juste dire que un événement, c'est pas fait pour être rentable. C'est fait pour être rentable en dehors du jeu, enfin en dehors de l'événement, pardon. Et c'est un produit marketing, et ça ne coûte pas tellement plus cher d'aller à Paris ou ailleurs. C'est un retour que tu as régulièrement, Frédéric, parce que là, c'est quand même un super témoignage. Mais est-ce que... Pour le coup, je l'ai payé. Pour le coup, tu as payé. mais c'est... j'imagine que les acteurs avec lesquels vous collaborez, que vous accueillez, sont généralement plutôt satisfaits. Mais c'est ce type de retour. Qu'est-ce qui est mis en avant généralement? C'est ce type de retour. Comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est généralement, il y a un petit pic en termes d'inscription, donc de visiteurs ou de délégués. Enfin, voilà. Il y a tout l'écosystème et les retombées économiques sur chaque maillon de la chaîne qui fonctionnent. Ce qu'on ne dit pas par rapport même à d'autres typologies d'événements, c'est que généralement, vous restez longtemps sur le territoire. Il y a des phases, c'est pas un... Pas 2 jours, quoi. C'est pas la Coupe du Monde de rugby. Enfin, voilà, et encore, ça, c'est un mauvais exemple. Oui, mais c'est pas une finale, voilà, ils viennent à nombreux pendant longtemps, avec les teams, les coachs. Donc, ça fait vivre vraiment tout l'écosystème d'hospitalité parisienne. Et en termes de retombées, il y a les retombées financières. Mais dans les critères qu'on a oublié de mentionner quand on veut voir un événement sur le territoire, nous, on cherche de plus en plus des événements à impact. Et je peux vous garantir que je ne me fais pas plaisir quand je dis ça en disant je veux voir des événements green. Je ne fais pas du greenwashing. C'est qu'on veut qu'il y ait des événements qui travaillent avec l'écosystème local, qui fassent travailler le milieu associatif, qui fassent venir des jeunes filles au tournoi, qui sont souvent encore trop masculin. Donc, on parle d'inclusion. Qui fassent travailler aussi toutes les jeunes entreprises autour de l'écosystème. Donc, en fait, tout le monde est assez globalement gagnant. C'est un cercle vertueux aussi. On challenge beaucoup, nous, les organisateurs, les éditeurs, les agences à travailler avec l'écosystème. Ça, je l'ai déjà dit, mais avoir un projet avec la destination. Parce que sinon, ça voudrait dire que leur événement, ils le fassent à Paris, à Tourcoing ou à Doha, c'est pareil. Même si j'ai rien contre ces villes-là. Mais justement, non, c'est pas pareil parce qu'on va créer une histoire et un
un storytelling avec une association. Alors, c'est très compliqué à monter. Aujourd'hui, tout le monde post-jeu parle de legacy. C'est un peu le mot à la mode. Mais nous, on en fait un enjeu prioritaire dans les événements qu'on souhaite recevoir. Donc oui, c'est long, c'est fastidieux parce que parfois ça coûte soit du temps, soit de l'argent. Mais on y va. Donc on enclenche, nous, des choses qu'on fait particulièrement avec Rainbow Six, mais on le duplique aussi beaucoup avec les congrès ou avec les gros salons. Et les événements de demain sur la destination Paris, ça sera un critère de sélection. Je suis sortie de la question. C'est pas grave, Ouais. mais parce que je vais te recadrer. J'ai vu que j'étais sortie de la question J'aime dans ton bien. regard. Moi, ça me pose aucun problème que tu digresses, mais je vais te recadrer. Tout à l'heure, Nelson, il évoquait le fait que leurs événements aujourd'hui sont mesurés sur l'impact à la fois économique, peut-être social, peut-être environnemental. Tu l'as pas évoqué, mais Ouais, il y a j'imagine tout que ça, en fait ouais. partie. Est-ce que c'est une condition sine qua non aujourd'hui pour un événement, de la même manière qu'on le fait pour les GESI, pour le sport? Est-ce que dans l'e-sport, aujourd'hui, quand vous accueillez un événement, c'est conditionné à la mesure d'impact de cet événement? Oui, d'autant qu'on a développé avec nos copains derrière de la région, Choose Paris Région, et avec l'Unimev, un outil qu'on met à dispo des orgas qui s'appelle Cléo. Et Cléo va venir mesurer trois choses, bien évidemment, les retombées économiques sur le territoire, le carbone et la legacy. Justement, notre capacité à travailler avec l'écosystème local, avec les Parisiens et avec Paris en général. On peut trouver des résultats? Ils sont accessibles pour le grand public, potentiellement? Alors, pour le grand public, pas véritablement. C'est vraiment pour les. Après, libre aux organes de vouloir bien Ok, donc ça, c'est dévoiler. mis à disposition des organes. C'est-à-dire, c'est pas. C'est B2B. Mais qui paye? C'est l'argent public des Français qui paye pour ces études-là? Non, alors moi, c'est un outil qu'on a développé Ouais. maison avec donc l'Unimev, qui est le syndic, qui est là, Zut, qui est l'organisme de référence pour les salons, avec Choose Paris Région et nous. Donc, c'est un outil qui vient, où l'orga peut venir plugger toutes ces informations et qui va avoir l'ensemble des retombées. Libre à lui, après, de vouloir le C'est ce que vous communiquer. utilisez, Nelson? Ouais, alors Ok. du coup, en fait, même toutes Tu les mets à grandes villes. disposition les données? Non, on les met pas à disposition, mais en vrai, on pourrait. Je pense surtout qu'en règle générale, elles sont hyper positives. L'impact d'un événement est hyper positif. C'est juste que ça intéresse pas le grand public, tout simplement, en règle générale, de savoir si les gens ils étaient contents d'être venus ou pas, puisque c'est le community sentiment qui prime. Donc Alors, c'est. moi, je suis pas dans l'enquête de satisfaction. Hein. Ouais, non, Voilà. on parle Les retombées économiques, les retombées sociales, économiques. Ouais. touristiques. Ok. Ouais. Ok. Nous, en gros, quand on fait ces études, il y a. Alors, moi, je parle avant tout de la communauté parce que c'est ce qui m'importe le plus. Mais oui, on a un pan sur la communauté, un pan sur l'impact économique, que ce soit sur les services hôteliers, sur la restauration, sur les voyages. Les emplois. On a tout un impact aussi sur notre impact en CO2 et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est très difficile d'ailleurs pour un événement de cette envergure d'être pair. D'ailleurs, c'est l'argument souvent de nos amis anglo-saxons qui arrivent en disant voilà mon impact sur le territoire, est-ce que tu veux bien m'accueillir? Alors oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe non plus. Parce que toi, tu viens de me donner ton impact économique et tes retombées financières, mais il n'y a pas que ça. Ok. L'idée, c'est de savoir aussi tendre la main à des associations locales pour les inviter peut-être gratuitement à assister à une qualification ou à un match. Il y a d'autres choses que les retombées financières. D'ailleurs, c'est Et ce qu'on a heureusement. mis en place avec Fred sur le SI. Ok. Et on met en place énormément d'initiatives vertes parce que, et encore une fois, on n'est pas sur du greenwashing ou quoi, parce que déjà, on n'en parle pas publiquement. Mais nous, en interne, on essaye de réduire au maximum le nombre de bouteilles en plastique qu'on a sur les événements. On essaye d'avoir des plats froids si on y arrive pour éviter d'avoir des plats chauds qui consomment plus que d'autres plats. On essaye d'aller plus vers des plats végétariens, en tout cas toujours avoir une option. On a aussi, parce que c'est un groupement de gens et on a aussi nos convictions au sein des entreprises et nous, ça fait partie des choses qu'on veut réussir à créer. Et alors du coup, avoir le soutien de Frédéric pour pouvoir aussi mettre en place des initiatives, c'est hyper important, je pense, pour un éditeur ou même juste pour les gens. Donc oui, on fait ce genre de choses. Ok.
Après, accueillir des grands événements, ça aura toujours un impact écologique et environnemental C'est majeur. Hein. Je veux dire, c'est- la mobilité, c'est le plus gros impact. c'est le plus gros quoi. Je veux problème. dire, Oui, oui. ouais. Ok, je reviens, mais peut-être une question pour tous les trois, mais j'essaie de me projeter justement sur ce qui fait la spécificité de Paris. On en a beaucoup parlé hein, déjà, mais par rapport à d'autres villes du monde. Je vais commencer par toi, Aaron. Si aujourd'hui, d'ailleurs je ne sais pas, il y a la vocation, j'imagine, d'étendre le modèle e-spot, peut-être de l'étendre, de l'essaimer, comme on dirait, dans d'autres villes du monde. Je ne sais pas si c'est en cours ou pas, mais est-ce que est-ce que tu reproduirais exactement le même modèle ou est-ce que tu ferais en sorte de, si je dis n'importe quoi, tirer à Sao Paulo par exemple, est-ce que tu adapterais le modèle et même ça pourrait être je veux dire, la dimension du lieu jusqu'à bien évidemment le décor et, au pays ou à la ville dans laquelle tu t'implanterais, comment tu verrais ça? Ouais, aujourd'hui, on a déjà 4 autres. Ils sont en Arabie Saoudite, tous les 4. Ok, Donc, ils sont sur franchise. On a un partenaire, un franchisé qui est là. ok. Il y a une à Riyad qui a le même taille que eSpot Paris à peu près. Ouais. Et quasiment les mêmes infrastructures, c'est très similaire. Et après, là, ils ont 3 petites unités entre 200 et 400 mètres carrés. Quand je dis petite, ici, on a 2000 mètres carrés. Leur grande à Riyad, c'est un peu plus petit que ça, mais similaire. Et ils ont des autres petits. Nous, oui, on a une vocation de développer avec... D'abord, on va faire des salles plus petites dans les villes plus petites que Paris. Donc, il n'y aura pas toutes les infrastructures qui sont exactement les mêmes qu'on a chez nous. On a une studio de télévision, en gros, ça, c'est le plus grand investissement dans le local. Toutes les villes ne peuvent pas supporter ça dans notre contexte. Mais on va répliquer le modèle communautaire, ça c'est sûr, pour créer des événements, pour créer des happenings, pour être le lieu de référence dans l'e-sport et les jeux vidéo pour les gens normaux, on va dire. Ok. Ça c'est sûr. Et juste, c'est sort du question. Peut-être Ok. c'est plus Vas-y, tard. on digresse, il n'y a pas de problème. Parce que quand Nelson a dit ces gentils mots, même si eSpot n'était pas là exactement, mais les gens comme eSpot et moi, j'ai quelques anecdotes qui juste directement dans ça, qui sont assez incroyables et touchent un peu à ce que Frédéric a dit. Nous, on a pris une décision, avant que c'était à la mode, vraiment, de lancer des tournois féminines complètement avec notre argent et à une perte, c'est sûr. C'était un événement qui existe toujours. On va faire le 5e l'année prochaine, le Rise to Supremacy, dans Valorant. La première édition, c'était à perte, mais c'était génial. Et c'était le moment où tous les pratiquantes dans cet écosystème et communauté a appris qu'on existe, qu'on va faire ce truc, que c'est vrai, c'est pas une arnaque. Il y a vraiment un cash prize, c'est une vraie tournoi, tu peux vraiment venir, etc. Et nous, on avait des moments absolument incroyables avec toutes les scènes féminines. Pour ceux qui connaissent les personnalités, Lupiote et tous les autres étaient là en train de jouer. Et le deuxième, on avait cet effet Paris, la centralisation, le fait que le pays est centralisé, tout le monde quasiment est sur Paris. Le deuxième était une opportunité de scouting comme j'ai jamais vu dans un tournoi chez nous. Donc, il y avait Squeezie lui-même qui était là pour repérer les joueuses et parler avec certains. Il y avait Brox, il y avait toute l'équipe Gentlemates. Il y avait côté les gens de Carmine. Il y avait des gens de quasiment toutes les autres équipes majeures, on va dire, en France, qui étaient là pour faire du scouting parce que c'était le deuxième à l'époque. C'était toujours, et c'est toujours le plus grand événement. Il y avait 120 joueuses. Riot m'a confirmé que c'était le plus grand tournoi IRL féminine en termes de nombre de joueuses. Ça, c'était absolument exceptionnel et ça touche un peu sur tous les différents points qu'on a discutés. Et l'autre, c'était juste pour le scène communautaire. Nos amis chez Rocket Baguette, pour ceux qui connaissent Rocket League, quand on a fait l'ouverture, on a dit on va commencer de faire les événements. On a commencé de parler avec des acteurs un peu comme eux. Il n'y a pas beaucoup comme eux. Ils ont une place très particulière dans un jeu. Et j'avais proposé de commencer de faire une LAN, un tournoi. Et ils n'avaient pas cru que ça va se remplir. Ils n'avaient pas... Mais nous, on a vu déjà l'engouement de le public à Paris. Le fait qu'il y a tellement de joueurs, il y a tellement de fans. On était assez confiants qu'on l'a fait. Maintenant, on a fait 8 éditions. Ils sont tous sold out. Mais les premières 6, il y avait Zen. Zen comme jeune joueur avant, il était déjà connu, je crois, le deuxième.
édition, mais il était très très jeune. Il était amateur, il était là avec sa maman. Il était toujours là avec sa maman. Et lui, il a gagné, je crois, 5. Il était dans le final de l'autre, toujours avec une autre équipe. Et là, maintenant, il est chez Vitality professionnel. Mais là, on a vu déjà nos efforts et les choses qu'on essaie de faire. On a vu certains joueurs qui ont commencé comme joueurs normaux, qui sont maintenant le plus haut niveau de scène mondiale. Je reviens sur ma question. Oui, pardon. Non, mais c'est surtout, tu as évoqué, donc, tu as ouvert un deuxième e-spot à Riyad, en Arabie Saoudite. Je mets les pieds dans le plat. Pourquoi Riyad? Ils payent plus cher? Ils donnent plus d'argent? Ouais, donc c'est une franchise. Donc on travaille étroitement avec notre franchisé, mais c'est leur lieu. Ils sont le propriétaire du lieu. Cette franchisée en particulier, c'est une modèle que je sais peut fonctionner ici, mais les opérateurs fonctionnent différemment. C'est une propriétaire des malls. Donc quelqu'un qui est propriétaire, c'est une privée, c'est pas avec le gouvernement. Quasiment tout ce qui se passe dans le jeu vidéo et l'e-sport aujourd'hui en Arabie Saoudite, c'est avec le gouvernement. Ouais. Là, c'est pas du tout le cas. C'est une privée. Quelqu'un de très intéressant qui a lancé des supermarchés il y a très très longtemps. Il y a toujours une très grande chaîne de supermarchés indépendants. Quand il y a Carrefour, il y a toutes les grandes marques qui sont implantées en Arabie Saoudite. Mais lui a une des plus grandes encore avec une nom très locale et une marque très locale. Il a beaucoup de malls. Et l'enjeu là, c'était je veux avoir un public dans mes malls qui est un peu plus jeune qu'actuellement. Et je veux qu'ils restent. Ils font des activités de loisirs et pas juste vient pour acheter des jeans et ils partent. Je veux qu'ils jouent quelque chose, ils restent et après ils achètent à manger. Leurs parents, leurs amis peuvent participer dans. Donc ça, c'était quelque chose de très spécifique. C'était pas parce qu'ils payent le plus cher. Évidemment, c'est un accord économique. Ils payent évidemment des royalties et tout ça, mais ça, c'est la raison qu'on est là. Ce n'est pas une décision politique. C'était avant les investissements de le gouvernement dans l'eSport World Cup. On était là avant tout ça. Ok. Ouais. Ce qui me permet de rebondir, Frédéric, comment est-ce que Paris peut se différencier de Riyad? Tu vois, comment... Mais tu vois, il faut quand même qu'on l'aborde. Alors, parlons pas que de Riyad, mais parlons aussi de Séoul ou d'autres pays qui peuvent être un peu plus délicats, Hangzhou pour la Chine ou d'autres. Tu vois, mais comment est-ce que, notamment des pays qui ont des fonds souverains aussi importants et qui sont aujourd'hui en train de complètement redéfinir l'espace géopolitique de l'e-sport et même les centres économiques et politiques de l'e-sport. Comment est-ce que les centres historiques, que sont à la fois l'Amérique du Nord, notamment Las Vegas, Los Angeles et ainsi de suite, l'Europe avec Paris, Berlin et l'Asie Sud-Pacifique, enfin l'Asie Pacifique avec Séoul, peuvent continuer à rivaliser face à ces nouvelles villes qui sont en train de tout rafler. Et c'est pour ça que je cite Riyad, parce que c'est quand même, aujourd'hui, c'est devenu le centre de l'e-sport en l'espace de quelques années, parce qu'économiquement, ils sont en train de racheter tout le monde. Comment est-ce qu'on reste une des capitales de l'e-sport, Paris? C'est très complexe. Je ne sais pas trop par quel bout répondre à cette question sans faire de bullshit. On n'essaye surtout pas de se comparer. Paris, c'est une histoire d'hommes. Si aujourd'hui les grands événements viennent, c'est parce que derrière, il y a des grosses agences qui sont capables de supporter ces grosses productions. C'est parce qu'il y a de la matière grise. C'est parce qu'il y a encore des éditeurs qui fabriquent tout ici, en France. Moi, je pense il y a des cerveaux ici. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs, hein, mais c'est ce qu'on peut démontrer dans tous les grands événements. On a un écosystème qui est fort, qui se structure de plus en plus. Alors oui, on est en face de gens qui séduisent le secteur avec des chèques. En même temps, ça n'a jamais été le cas sur les autres grands événements. Donc, on n'a jamais financé quoi que ce soit en termes de congrès, en termes de salons. Et les gens continuent à nous faire confiance. Je crois qu'on n'a pas à rougir. On a les grandes Fashion Week. Enfin, alors, je dis Paris, mais en vrai, c'est la France / Paris et la terre de grands événements. Enfin, on l'a vu il y a 18 mois. C'était quand même un succès incroyable, ces Jeux olympiques et paralympiques. On en garde tous un souvenir ému.
je ne sais pas comment te dire plus que si ce n'est que c'est notre valeur ajoutée, c'est nous, et c'est vous, et c'est la communauté qui est forte et qui se met bras levés. Presque, j'ai envie de dire, c'est le petit Gaulois, quoi. Non, mais c'est vrai, en fait. Sinon, on irait tous là-bas. Et aujourd'hui, on nous fait encore confiance, justement, parce que je pense qu'on est assez serein là-dessus. C'est que, justement, on ne pousse pas de marque. On pousse pas... nous, chez Paris Je t'aime, on pousse personne. En fait, on encourage l'écosystème global. On n'est pas pour une salle plutôt qu'une autre. Ce qu'on vend, c'est la destination et la puissance de la filière derrière. De ton côté, toi, Nelson, comment est-ce qu'on résiste potentiellement j'ai envie de dire, aux sirènes de ces pays-là qui potentiellement veulent vous attirer, veulent attirer les éditeurs sur l'eSports World Cup, veulent vous attirer peut-être sur un Six Invitational, et ça a l'air de vous tenir à cœur les questions d'inclusivité, de diversité. Comment est-ce que finalement on arrive à faire, j'ai envie de dire, cohabiter des convictions qu'on défend, des valeurs que l'on défend, avec un pays qui est prêt à nous accueillir avec énormément d'argent et qui potentiellement peut rentrer en conflit avec les valeurs que l'on défend en tant qu'éditeur. Ouais, c'est un gros sujet, hein. C'est un gros Ouais. sujet. Bah, moi, tout ce que je peux te dire, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le chèque fait pas tout. Et je pense que j'irai pas beaucoup plus loin que ça. Si ce n'est que aujourd'hui, je sais pas, je pense que tu connais très bien l'e-sport. Le WC a convaincu en tout cas les organisations d'équipes, puisque les équipes qui viennent reçoivent leur petit cachet, etc. Donc aujourd'hui aussi, il y a une pression, pas que, en tout cas en tant qu'acteur de l'e-sport, il n'y a pas une pression uniquement de Riyad et de l'EWC, il y a aussi une pression des équipes qui nous disent bah ouais, mais si nous on n'y va pas, il y a un manque à gagner parce que financièrement ça aide les équipes et on sait tous que aujourd'hui l'e-sport ça marche sur le sponsoring, sur les investissements, limite sur du mécénat. Donc non, en fait c'est pas une bataille, c'est comment l'industrie change et comment on s'y adapte. Et aujourd'hui, on a une licence, on est présent à l'EWC. On a un tournoi en plus qui, l'année prochaine, est toujours là. Donc aujourd'hui, c'est plutôt comment nous, on interagit avec eux. Et aujourd'hui, en fait, on leur donne la licence et ils font quelque chose, entre guillemets, pour nous. Mais on n'intervient pas plus que ça dans le WC, en tout cas aujourd'hui. Ok. Je voulais pas que cibler Riyad en plus pour le coup, parce que Ouais. on se focalise beaucoup sur l'Arabie Saoudite, et moi le premier, mais en fait il y a d'autres pays dans lesquels se passent des événements e-sportifs qui ont des indices de démocratie tout aussi faibles que l'Arabie Saoudite. Et en même temps, j'allais dire, il y a quelques années, j'imagine que quand la Corée a commencé à regarder ce que faisait Paris, ils ont dit ils prennent une part du gâteau pareil. Ouais. Nous aussi, on est arrivé dans un écosystème qui existait auparavant. On peut aussi se dire, sans être béni oui qu'il y a de la place pour tout le monde à table et que chacun peut après avoir son authenticité et voilà, se je dire. ne qualifierais pas les droits humains comme une authenticité. Tout quoi. à fait, tout à fait. Mais bon, il y a d'autres choses en termes d'accueil. Il y a de la place aussi là-bas, en vrai. Ouais, bien sûr. Tu avais envie de réagir, Aaron, j'ai senti. Oui, pas forcément sur le parti politique, qui, évidemment, c'est des questions très sérieuses. Pour eSpot, aujourd'hui, ce n'est pas une question, mais plutôt pour le ville et la question du capital d'e-sport pour Paris. Ouais. Je ne crois pas que c'est nécessaire d'entrer dans une concurrence avec l'Arabie Saoudite ou forcément directement avec ces autres villes. Parce que, évidemment, il y a des questions politiques et autres. Ça, c'est plutôt des questions pour les éditeurs et les gens qui participent dans ces événements. Mais pour la ville de Paris, pour la France, pour Canada, je viens du Canada, pour les autres villes, le gâteau est en train d'agrandir globalement en termes de nombre d'événements, nombre de choses. Tout ne peut pas se passer là-bas. Un éditeur ne peut pas faire tous leurs événements à Riyad ou dans une des autres villes. C'est impossible. Donc là, on va une concurrence directe avec eux pendant la période où ils sont contents de dépenser ce genre de l'argent dans ce genre d'événement. Ce n'est pas possible. Aucun autre pays peut le faire. Il n'existe pas, peut-être quelques petits exemples, mais ils ne vont pas le faire. Et donc, la concurrence, je ne crois pas que c'est la bonne façon de le voir.
Parce que c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas du tout une concurrence. Et si, malgré tous les sujets que tu évoquais, qui sont des sujets sérieux, si, juste pour l'e-sport, ça va aider aussi de développer le pratique, l'e-sport, le viewership mondial et ici en France, dans ce sens-là, ça peut aussi être une positive qui va aussi continuer d'agrandir globalement l'industrie. Je vois le temps qui passe. J'aurais une dernière question pour vous trois qui fait un peu le lien entre vos trois activités et tout ce qui a été dit. Finalement, comment est-ce qu'on tisse des liens entre vos trois activités, c'est-à-dire entre des lieux de pratique, entre des grandes compétitions internationales et le publishing / developing de jeux, et des politiques publiques dont vous êtes le bras armé au niveau de l'Office du tourisme. Comment est-ce que on crée ces liens? C'est-à-dire, est-ce que c'est chemin faisant, on se rend compte, fait tiens, sur cet événement, finalement on a appris à se rencontrer, c'est pas mal. Ou est-ce qu'il y a une vraie stratégie à la base qui est, tu as évoqué la task force, ok, on identifie tout le monde, on se met tous autour de la table et j'ai souvent entendu quelqu'un dans le monde de l'e-sport qui s'appelle Sami Warfeli dire on chasse en meute. Il a souvent évoqué ce terme-là quand il travaillait notamment en Allemagne. Il disait que c'était quelque chose qu'il faisait beaucoup en Allemagne et qu'il regrettait qu'on fasse moins en France. Est-ce qu'on chasse en meute à Paris pour essayer de développer l'écosystème, accueillir des grandes compétitions, faire de Paris une des grandes capitales de l'e-sport? Ou est-ce que c'est chemin faisant et que, tiens, il y a effectivement la TVA qui vient d'être amoindrie sur l'e-sport et les grands spectacles, ça ouvre des possibilités? Ou est-ce qu'on va faire du lobbying pour avoir cette TVA à 5,5 et ainsi de suite? Comment ça fonctionne? Peut-être Frédéric pour commencer, et puis après c'est une question pour vous trois. C'est un peu tout ça. Il y a une stratégie d'opportunité déjà qu'on a saisie. Et après, l'idée, c'était vraiment de se structurer parce que moi, pour le coup, je suis arrivée il y a 3 ans. Je ne dis pas du tout que ce n'était pas fait avant que j'arrive, hein, mais il y avait un espèce de constat en disant il y a quelque chose qui existe, qui est sur le territoire, mais du coup, les gens ne savent pas exactement qui identifier. Nous, on est experts de la destination. On n'est pas expert des sujets qu'on porte. Donc, quand on va chercher un congrès en oncologie, moi, je ne suis pas médecin. Quand je fais un tournoi sur de l'e-sport, pareil, je ne suis même pas pratiquante, pour vous dire. Donc, l'idée, c'était surtout de s'entourer d'experts métiers. Donc, c'est pour ça qu'on est allé taper à la porte de Francisport. Et j'allais dire, il y avait aussi une concomitance de timing. L'e-sport, il s'est aussi un petit peu structuré de manière nationale avec, au début de la mandature d'Emmanuel Macron aussi. J'allais dire, on a regardé ensemble dans la même direction. Mais oui, l'union fait la force et ça aide d'être non pas en concurrence, mais d'être assis à la même table. Et c'est pour ça que quand on a monté la task force, il nous fallait un soutien des pouvoirs publics, mais des soutiens experts et métiers. Demain même, j'allais dire, il faudrait qu'on soit adoubé, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais par les communautés de joueurs, par les équipes aussi, parce que c'est elle qui, en fait, est sur les réseaux, parle de la destination. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut que ça vienne aussi parfois du bas. Voilà. Nelson, toi, de ton côté, c'est important quand vous choisissez une destination, pour reformuler un peu ma question, mais d'avoir le soutien des pouvoirs publics, s'il y a potentiellement le maire ou la maire de la ville que vous avez identifiée qui clairement vient adouber, pour reprendre le terme de Frédéric, ça c'est important, ou alors j'imagine c'est une plus-value, mais ou est-ce que s'il n'y a pas ça, c'est pas grave, on continue Non, c'est plutôt au contraire en fait. Nous, en gros, on ne s'associe pas à la politique. Donc en gros, l'événement, il y a une équipe qui s'occupe du lobbying, c'est leur travail, et eux, ils le font. Moi, en tant qu'événement, je ne mets pas en avant un politique sur scène. Non, j'entends bien, mais c'est forcément politique. C'est-à-dire le choix d'accueillir des événements e-sportifs dans un pays, à Katowice, à Sao Paulo, quoi que ce soit, c'est des choix politiques. Donc, il y a forcément de la politique. Tu vois ce que je veux dire? Alors, dis-moi plus précisément ce que tu voudrais savoir. Est-ce que le fait d'avoir un tampon institutionnel, ça veut dire qu'il y a un soutien institutionnel de la part d'une ville, c'est un gage de se dire, OK, ça c'est une ville où on peut y aller.
typiquement, les premiers choix d'aller à Katowice pour Counter-Strike, quand le Premier ministre de polonais tu vois, ou même c'était au Danemark, à Copenhague, le Premier ministre danois, je crois, qui monte sur scène, bah ouais, Nous, on le fait pas, ça. Ouais, j'entends bien. Mais par contre, derrière le fait qu'il y ait l'Office du tourisme de la ville de Paris qui vous facilite des accès en termes d'hospitalité, de peut-être Ouais. avoir une conférence de presse en haut de la Tour Eiffel ou de l'Arc de Triomphe avec la visite du château de Versailles pour tous les joueurs et tout ça. Ça participe aussi Ça participe à sélectionner la l'expérience. la destination. Non, parce que comme je le disais tout à l'heure, nous, ce qui nous importe, c'est les infrastructures. Ok. Donc, en gros, si c'est qu'en fait, voilà, c'est lié, mais c'est pas la raison. C'est-à-dire que si dans un lieu comme Paris, il y a des infrastructures, il y a des lois en place ou des choses qui nous aident, oui, c'est essentiel pour nous et c'est cool. Après, que ce soit lié à la politique ou au gouvernement local, ça nous importe peu. Ce qui nous importe, c'est de savoir s'il y a un écosystème, une infrastructure qui peut nous aider et surtout des gens à dispo qui sont là, qui nous aident à comprendre comment ça marche sur le territoire. Parce que moi, je suis français, c'est facile, je comprends Paris, mais quand on débarque dans Sao Paulo, je recite, bah, là, on connaît rien, on ne sait pas c'est quoi les systèmes et c'est des gens qui nous accompagnent. Donc oui, Ok. les infrastructures nous importent, la politique, moins. Ok, très clair. De ton côté, Aaron, toi, justement, même chose, qu'est-ce qui favorise ou en tout cas, est-ce que c'est important pour toi d'avoir des liens avec, on l'a dit, les éditeurs, bien évidemment, les communautés, mais les pouvoirs publics de manière assez paradoxale, tu as évoqué le fait que c'était que du privé chez l'eSpot, vous n'aviez jamais bénéficié de soutien économique des pouvoirs publics, mais est-ce que c'est important quand même, en tout cas, cette relation Oui. avec les pouvoirs publics et dans l'équation ? Absolument, et c'est pas parce que c'est pas qu'une question d'argent. Avec Paris Je t'aime, par exemple, parce que nous on est membre référencié, je ne sais pas comment le dire, depuis longtemps. Paris Je t'aime nous fait venir plusieurs éditeurs lors de les moments qu'ils sont en train de décider où ils vont venir. Souvent, ils amènent les éditeurs chez nous pour voir si pour les side events ou les autres choses, les conférences de presse, les soirées, les trucs comme ça. Donc ça, concrètement, ça nous aide, évidemment. Même si ça ne se passe pas pour un événement en particulier, on a des contacts. Moi, je n'ai pas assez d'expérience dans les autres villes pour savoir si ça, c'est normal ou non. Moi, je trouve ça assez exceptionnel. Je trouve que c'est un très bon service. Avec les éditeurs, oui, c'est une autre histoire. Évidemment, on a besoin des bonnes relations avec eux. C'est typiquement pas les gens comme Nelson qui a son poste en particulier, mais on a des autres contacts chez Ubisoft, par exemple, pour les autres sujets, chez Riot, dans tous les différents éditeurs. C'est très, très important. Mais en l'institutionnel, les autres acteurs importants, je vais faire un petit plug parce que j'ai fait partie du Francisport. Et c'est pas Francisport, c'est l'association, évidemment. Mais il y a le région Île-de-France, je suis dans l'antenne avec toi de la région Île-de-France, et eux, ils ont l'argent spécialement parfois pour les événements communautaires, et les événements qui touchent, même si c'est pas pour envoyer cet argent à eSpot, ça peut être pour les gens qui veulent organiser un événement chez Une nous. association, Oui. une communauté Oui. de joueurs, une collectivité. Exactement. Ouais. Et là, je sais, même si c'est pas directement pour nous, indirectement, ça nous aide parce que le plus d'argent qui peut être disponible pour organiser les choses qui perdent de l'argent, mais qui sont importants pour tous les différents trucs qu'on a discutés et pour assurer que Paris reste une des capitales d'e-sport à l'avenir. Je trouve ça assez bien aussi. Donc, Je pense même on peut prendre le problème à l'envers. Oui. C'est plutôt, on choisit pas un lieu parce que, mais plutôt on va pas aller dans des endroits où la politique pourrait être hostile. Ok. Là, par contre, oui, là, Ok. ça fait partie du principe de choix. Si le gouvernement est vraiment contre le jeu vidéo, fait du propre lobbying contre le jeu vidéo ou contre l'accès à certains trucs, on va se dire, bon, peut-être pas, on va peut-être pas y aller parce que c'est trop pénible. Mhm. Euh, Comment on fait pour les pays où c'est paradoxal, comme la Chine, qui investit massivement dans le jeu vidéo et dans l'e-sport et qui parallèlement interdit aux jeunes de jouer aux jeux vidéo à partir de 20h? ouais, eux, ils sont dissonants. Euh,
Franchement, je saurais même pas te Non, dire. mais moi non plus, je sais pas. Je saurais même pas te dire parce que nous, on a quand même l'intention de se développer là-bas. Mais parce que c'est un marché, il faut pas oublier que ça reste un business, tout ça. Comme je disais tout à l'heure, on a des équipes qui sont dédiées au lobbying, c'est leur quotidien. Moi, j'avoue, je suis pas trop là-dedans. Moi, mon quotidien, parce que je choisis les villes en fait. Je choisis où on va, mais je le choisis pas pour ça. Je le choisis. Le premier critère, c'est la communauté. Ok. C'est le tout premier C'est critère. c'est quoi les plus grosses communautés engagées sur Rainbow Six? C'est Brésil, France, C'est US, US? Europe, Sud-Amérique, ensuite l'Asie et assez bas pour l'Afrique. Ok. Et bien sûr, il y a l'Océanie qui est dans le top 3. Alors, je ne saurais plus si c'est juste après l'Europe ou je ne saurais plus, je me souviens pas. D'accord, donc en priorité, c'est comment est-ce qu'on anime les communautés, comment est-ce qu'on C'est leur rend un peu ce qu'elles vous donnent, quoi, d'une c'est certaine ça. Et je pense que c'est tout le monde fait ça, je pense, dans la concurrence ou quoi. Ok. C'est parce que c'est avant tout un produit que nous on vient vendre et qu'on vient aussi régaler des communautés, les faire De toute façon, kiffer. tu l'as dit, c'est de la rétention. Ouais, nous on est là pour faire kiffer les gens. Moi, mon taf, c'est il y a des gens, ils viennent, ils rentrent, ils partent, ils ont le sourire, c'est bon, j'ai gagné. C'est ça mon taf. Bah, Je peux poser une question. bah Donc, oui. c'est plutôt vu comme une récompense pour la communauté ou pour Parfois, essayer ouais. vraiment d'agrandir la communauté? Ouais, non, parce que du coup, quand nous on produit un événement, par exemple, on va prendre un marché où genre il y a Rainbow Six, tout le monde s'en fout. On invente un endroit parce que là j'en ai pas en tête. La Mongolie, Voilà, la Mongolie, ils s'en foutent, ils jouent pas à Rainbow Six. je joue à Crossfire. Voilà, par exemple. Et ben, nous, en gros, c'est pas un. En fait, je vais faire un événement là-bas. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de dire que quand je fais un événement dans un marché où tout le monde s'en fout, ça va créer des mecs qui ont envie de jouer ou des nanas qui ont envie de jouer. En fait, c'est pas un outil d'acquisition. C'est un outil de rétention. Et donc, s'il n'y a pas quelque chose d'établi, bah, nous, en gros, un événement, il ne crée pas de. D'adhésion. Non. Ouais. On n'est pas un outil d'acquisition. On est un outil de rétention pure. Ok. L'expérience des compétiteurs et des compétitrices, parce que là, tu parles beaucoup de l'expérience des Ouais. communautés, mais mine de rien, c'est que c'est des compétitions qui sont destinées à l'élite, Ouais. vos meilleurs joueurs et vos meilleures joueuses. Ouais. Ça fait aussi partie de vos priorités, j'imagine. Ouais. Bah, eux, on les met le mieux possible. Ouais. Donc, on leur donne des super conditions. Parfois, c'est des conditions de rockstar. Hein. Ouais, En tout cas, à mon échelle, ça paraît des conditions Ouais. de rockstar. Donc, non, on les met très, très bien parce que c'est aussi nos ambassadeurs, tout simplement. C'est l'élite du jeu, c'est ceux qui jouent le plus, qui connaissent le mieux. Donc, oui, on les valorise, on fait en sorte qu'ils soient bien et qu'ils soient dans les meilleures conditions pour faire une très belle compétition et un show qui tue, quoi. Trop bien. Merci beaucoup. Je vais essayer de garder quelques minutes peut-être pour une ou deux questions dans l'Assemblée. Juste en conclusion, moi, ce que je vois, c'est que franchement, de tout votre discours, c'est qu'en fait, ce qui ressort, c'est qu'on ne peut pas devenir une capitale de l'e-sport. En tout cas, ça ne se décrète pas, quoi, ça se construit. C'est quand même ce que vous évoquez dans vos différents propos. Donc, on aura beau s'autoproclamer capitale, ou les médias auront beau décider que un tel ou un tel est une capitale de l'e-sport. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça et ça nécessite de la co-construction avec les différents acteurs. Je vous remercie encore énormément. On va prendre, je regarde le chef, 5 minutes. Ouais, on peut prendre une ou deux questions. Est-ce que par hasard, dans le public, il y aurait une question à destination de l'un ou de l'une de nos intervenants ou intervenantes? N'ayez pas peur, hein. Franchement, vous avez vu, j'ai mis les pieds dans le plat, j'ai posé déjà des questions pas très sympas qui pouvaient être un peu délicates. Allez. Je vous invite à brièvement vous présenter quand vous posez la question. Bonjour, Philippe. Je travaille dans la performance e-sportive et donc notamment j'ai beaucoup travaillé sur Fortnite et je vais prendre l'exemple de Fortnite qui a décidé récemment de faire la Coupe du Monde de Fortnite à Lyon et pas à Paris. Et je me demandais comment des villes comme, donc pour revenir sur la France, du coup, comment des villes autres que Paris pourraient accueillir de tels événements, sachant que pour Lyon, Epic Games, qui est donc l'éditeur de Fortnite, avait quand même demandé, ce dont on parlait tout à l'heure, à prendre l'image de la Tour Eiffel pour représenter Lyon,
ils voulaient utiliser l'image de Paris pour représenter Lyon, quoi. Donc comment d'autres villes que Paris pourraient accueillir des gros événements e-sportifs? Du coup, j'imagine que c'est moi qui dois Là, répondre. a priori, ça a l'air de t'être ciblé quand même. Eh ben, j'en ai aucune idée, puisque par définition, moi, je suis Paris, je suis pas les autres villes. Je ne sais que dire, sinon, effectivement, c'est quand même dommage d'utiliser l'image de Paris pour vendre une autre destination. Je sais pas. Est-ce que vous avez sollicité? Est-ce qu'ils avaient candidaté sur Paris, Epic? Est-ce que ça avait été évoqué? Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'on se dit pas qu'il y a de la place pour tout le monde? Et moi, je suis complètement OK si demain, il y a des... Ça reste en France en plus, donc il n'y a pas de sujet. Après, sur le niveau là où j'ai peut-être un bémol, c'est sur l'internationalisation. Sauf erreur, c'est quand même plus fastoche d'arriver à Paris que d'arriver à Lyon ou à Marseille ou à Strasbourg. Il y a une capacité hôtelière qui est extraordinaire. On parle beaucoup des grosses venues aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'événements un peu plus petits, un peu plus modestes, qui se passent dans des hôtels parce qu'ils ont des infrastructures de dingue, ils sont hyper bien équipés, ou dans des salles un peu plus avec une Capacité réduite. avec une capacité moindre. Et donc, moi, c'est complètement OK. Je ne sais pas quoi rajouter. Effectivement, j'avais déjà vu que Lyon se structurait. Après, pareil, je crois que tout le monde, c'est déjà l'Occitanie est assez pushy aussi dans sa capacité à se fédérer pour accueillir des grands événements. Là, pour le coup, il y avait une ambition politique et ils se sont bien structurés dans ce sens. Voilà. Il y a de la place pour tout le monde, quoi. C'est ça. Chacun joue avec ses armes et c'est OK, en fait. Ou alors, qu'est-ce que je n'ai pas fait ça dépend comment. Oui, on a tout fait. Une fois de plus, nous, en tout cas, on ne finance rien. Et voilà. Donc, je ne suis pas sûre qu'on souhaite parler de ça maintenant, mais voilà. Contrairement à d'autres, voilà. J'en profite, je me retourne vers toi, Nelson. Est-ce que vous pourriez aller dans une autre ville que Paris si vous faisiez un événement de l'ampleur du Six Invitational en France? Est-ce que ce serait envisageable de le faire à Lyon, Montpellier, Bordeaux, Nice, Lille? Ouais, on a considéré l'option. On a reçu... parce que nous, en fait, on travaille avec Blast, qui fait cet événement avec Fortnite là-bas. En fait, aussi, ça dépend des marques. C'est pas aussi simple que le financement. Un jeu comme Fortnite, on le sait tous, leur poids dans l'industrie, qu'il aille à Tourcoing ou à Lyon, il va ramener du monde. Parce que c'est une marque gigantesque. Et aujourd'hui, eux, ils s'en foutent d'optimiser. Donc, ils vont dans une ville où il y a potentiellement un cachet parce qu'ils savent qu'ils vont faire carton plein. Et ça les impacte peu, ces décisions. Alors que de l'autre côté, des marques qui ont envie de profiter d'un rayonnement, d'une facilité pour sa communauté, parce qu'ils ne représentent pas plus de 50% de l'industrie vidéoludique, une ville comme Paris, c'est intéressant. Il faut aussi peut-être remettre les choses en contexte. Et Fortnite est une anomalité dans l'industrie, et je pense que ce n'est pas un point de comparaison valable. Je suis assez d'accord, c'est particulier Fortnite, effectivement. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Eh bien, sur ce, je vois, on me fait des grands gestes. Je tiens vraiment à vous remercier. D'abord, à remercier nos intervenants. Encore une fois, merci beaucoup Frédéric pour Paris Je t'aime. Merci beaucoup Nelson pour Ubisoft et merci beaucoup Aaron pour l'eSpot, pour vos témoignages, pour ces échanges, pour avoir parlé sans langue de bois. Ça, c'est aussi appréciable. C'est aussi le but de ces événements-là. Un immense merci au public d'avoir été présent ce matin. Un immense merci aussi aux gens qui nous suivent en ligne, que ce soit en live maintenant ou plus tard en rediffusion. Et puis, toujours dans ce cycle de conférences, la prochaine édition, ce sera la 5e matinale de l'e-sport qui devrait se tenir, je l'espère, avant Noël. Ça devrait pouvoir se faire. Merci à toutes et tous pour votre présence. Et puis, donc, on se retrouve très bientôt avec toujours cette même volonté de creuser ce que l'e-sport dit de notre époque. Merci beaucoup.